il y en aura pour tous les publics. Plus de 250 scientifiques, si j'ai bien compris, sont mobilisés. Je félicite donc les nombreux laboratoires de l'Université de Poitiers, que ce soit en sciences humaines ou en sciences dures, ainsi que les bibliothèques universitaires qui proposent une sélection de livres jeunesse, le Fab Lab, la Fabrique, l'INRAE, l'école de l'ADN, les petits débrouillards, l'espace Mendes France. Avec cet événement, c'est la science qui s'invite en toute convivialité dans la vie des habitantes et des habitants. C'est l'Université de Poitiers qui investit la ville. La fête de la science, c'est un grand moment pour la communauté des chercheuses, des chercheurs que je représente ici. C'est partager avec toutes et tous les avancées, les démarches et les méthodes scientifiques. C'est placer la science et les scientifiques au cœur de la cité. Cette année, ce ne sont pas moins de 20 laboratoires de recherche qui vous accueillent dans une grande variété de disciplines. C'est la richesse de votre université. Ce sont 250 chercheurs et chercheuses qui ramènent leur science à l'hôtel de ville de Poitiers. On est soucieux vraiment de faire connaître, de faire comprendre, de partager les avancées de la recherche. On déploie des actions, elles sont nombreuses, des actions de valorisation, de diffusion, de médiation pour tous les publics, reposant à chaque fois, je tiens à le souligner, sur une mobilisation interne extrêmement importante et en s'associant évidemment avec une multitude de partenaires locaux, régionaux et nationaux. Encore une fois, je suis impressionnée par la mobilisation de l'université et des partenaires, je suis impressionnée par les lieux. Et puis, ravi du partenariat entre l'espace Mendes France et l'Université de Poitiers qui prend plein de forme. Bonjour, je suis Jean-Emmanuel Longueville, chargé de communication et je travaille au sein du LNEC, Laboratoire de neurosciences expérimentales et cliniques. Dans le laboratoire, on étudie le cerveau, son fonctionnement. Il est découpé en 3 équipes. Une équipe qui s'intéresse à la reconstruction du cerveau, une équipe qui s'intéresse à l'addiction et aux maladies liées au cerveau et une 3e équipe qui s'intéresse aux maladies neurodégénératives. Et aujourd'hui, dans le cadre de la fête de la science, pour les enfants en bas âge, jusqu'à 8 ans, on propose aux enfants de faire ce qu'on appelle un chapeau cerveau, qui est un collage en papier de cerveau, pour pouvoir leur apprendre les aires anatomiques et leur rôle fonctionnel au niveau du cerveau. Les enfants partent de la feuille comme ça pour pouvoir arriver au montage fini. Du coup, là, on a le lobe frontal qui correspond à la déduction, le questionnement, les calculs, la logique. Le lobe pariétal qui sont plus les aires sensitives, auditives, olfactives. Le lobe occipital à l'arrière du cerveau qui est surtout l'aire visuelle du cerveau. Le lobe pariétal qui est l'aire de l'association des sens. Le lobe temporal et le cortex moteur au milieu. Et le lobe frontal qui gère l'estime de soi, les calculs. On a fait le tour du cerveau comme ça. Je suis Laure Bellou, je suis ingénieure de recherche CHU, donc au laboratoire de neurosciences expérimentales et cliniques sur le site de l'Université de Poitiers. Donc, je vais vous présenter. Donc, il y a Afsané Gaillard qui est professeur et qui est chef d'équipe au sein du laboratoire. Léopold Hébert, qui est tout jeune étudiant en thèse dans l'équipe qui étudie l'addiction aux drogues. Et enfin, Juliette Rossel, qui est également en première année de thèse sur l'addiction. Le laboratoire, son principal sujet d'étude, c'est le cerveau. Donc il étudie différentes maladies qui atteignent le cerveau, donc les traumatismes crâniens, la maladie de Parkinson, différentes pathologies psychiatriques telles que l'addiction aux drogues ou le stress et enfin l'autisme. Sur ce stand, on a différentes maquettes de différentes espèces et il faut trouver à qui appartient ces cerveaux. On a un microscope sur lequel on peut regarder des neurones de rongeurs. Et enfin, on a des petits quiz sur le cerveau. Je suis Anaïs, la cofondatrice de La Fabrique, qui est un Fab Lab qui est situé sur le campus de l'Université de Poitiers. Et aujourd'hui, on vient présenter 2 petits jeux, donc un jeu qui est pour présenter les femmes de science. L'objectif de ce jeu, c'est de découvrir les femmes de science à travers les siècles, ce qu'elles ont pu découvrir, inventer et dans quel domaine elles ont pu intervenir. Elles sont très méconnues et en jouant au jeu, on se rend compte qu'on en connaît seulement 1 ou 2 dans le lot des 28 qui sont présentés aujourd'hui.
et un jeu électronique pour montrer en quoi l'électronique est utilisée dans notre vie quotidienne. Pour retrouver le Fab Lab La Fabrique, n'hésitez pas à nous suivre, on est présent sur les réseaux sociaux à La Fabrique Poitiers et vous pouvez aussi venir nous voir tous les jours au local, du lundi au vendredi de 9h à 17h. Nous, on est des archéologues, donc on va fouiller les périodes récentes. On peut avoir, nous, sur ce stand, de l'Antiquité, du Moyen-Âge, parce qu'on représente le laboratoire HERMA et le CESCM. Donc on fait vraiment l'Antiquité et le Moyen-Âge. L'archéologue, il fouille avec des truelles. Moi, aujourd'hui, je vais t'en prêter une, et on va pouvoir fouiller dans ce petit exercice. Ok ? Vas-y, je te commande, tu commences à fouiller, et dès que tu trouves un objet, tu me le dis. Ok. Là, attention, tu vas bien avec le bord de la truelle et pas la pointe pour ne pas abîmer l'objet. D'accord ? En archéologie, on fouille selon la stratigraphie. Donc on a plusieurs couches de terre qui définissent plusieurs périodes de l'histoire. Plusieurs couches de terre là ? Non, ici on peut pas. On a une seule couche de sable, mais on représente les différentes périodes. Là, on arrive sur de la céramique. Elle est toute verte. On va la nettoyer. C'est de la céramique médiévale. Ok, d'accord. Pourquoi ? Parce que c'est comme les modes de l'époque. À l'époque, on utilisait la glaçurée verte et du coup on peut la dater du XIIIe siècle. C'est ça la glaçure verte ? C'est ça. On a aussi des céramiques antiques dans ce lot. Ça là, c'est antique ça ? Vas-y, fouille un peu pour voir. Ok. Là, on peut la sortir tout doucement. On la détourne. On la nettoie. On voit une céramique noire avec un décor. On est bien sur une céramique antique. D'accord. Et du coup, ça sert à quoi ? Ça pouvait servir à la vaisselle principalement. Ouais. Donc on pouvait avoir ici un pot, ça pouvait être des pichets, des assiettes, etc. Moi, j'ai trouvé que l'atelier était très bien, très intuitif et pédagogique. On voit plein de choses différentes, comme ce qu'elle m'a expliqué, la céramique et les ossements. Je m'appelle Ilona, je suis étudiante en Master 2 en archéologie médiévale à l'Université de Poitiers, en lien avec le CESCM, donc le Centre d'études supérieures de civilisation médiévale. Et aujourd'hui, je présente l'atelier d'archéologie où on fait de la médiation auprès des plus jeunes à partir de 7 ans, mais aussi auprès des adultes. Et on présente ce qu'on peut potentiellement trouver en fouille, donc la céramique, la faune, donc les os d'animaux, etc. pour montrer comment est-ce qu'on fouille et qu'est-ce qui est important dans l'archéologie. Bonjour, je suis Clarisse, enseignante en physiologie et au laboratoire Préti de l'Université de Poitiers. Et aujourd'hui, je vous présente cet objet, un objet tout transparent, comme vous le voyez, formé de 2 blocs, 2 parties qui sont détachables l'une de l'autre, et où on va pouvoir placer un petit animal, donc en l'occurrence ici une souris, et on va pouvoir mettre son petit museau ici, et ainsi on va réussir à faire une mesure physiologique qui est la mesure de la respiration. Cet objet s'appelle en fait un plétismographe et il permet donc de mesurer tous les mouvements respiratoires ainsi que les problèmes respiratoires, c'est-à-dire la résistance à l'écoulement de l'air dans nos poumons qui peut survenir lorsque nous sommes malades. Et les modèles animaux des pathologies humaines nous permettent donc d'essayer de trouver des nouvelles molécules, des nouveaux médicaments candidats qu'on va pouvoir nébuliser ici sur la partie de la tête de l'animal. Moi je m'appelle Lisa, c'est Aziza et on représente ici l'ISCRIM pour vous parler de droit. Alors l'ISCRIM c'est un laboratoire de recherche en droit pénal. Donc on a plusieurs doctorants et enseignants qui travaillent différentes questions du droit pénal au niveau national et international. Par exemple, ça peut être l'implication du fait divers dans la création de la loi ou au niveau de la jurisprudence internationale, qu'est-ce que rend la Cour pénale internationale. Il y a aussi des questions sur comment on appréhende le droit des violences faites aux femmes. Par exemple, est-ce qu'il faut reconnaître le féminicide ou pas ? Donc c'est toutes ces questions-là qui sont traitées, qui sont très larges parce qu'on fait le droit national et international. Donc le but du jeu c'est de faire signer la convention pour protéger les droits de l'enfant partout dans le monde avant que le pirate qui veut les obliger à travailler n'arrive au point 5. Donc il faut lancer le dé pour tomber sur toutes les couleurs différentes et on pose une question par couleur, sachant que si on donne une mauvaise réponse ou qu'on tombe sur la tête de mort dans le dé, on avance le bateau de pirate et donc on peut perdre.
Alors en plus, tu choisis la couleur là, orange. Tac. Combien d'enfants travaillent dans le monde actuellement? 10 millions, 50 millions ou 160 millions? Ouais, c'est ça. C'est 160 millions et le chiffre, il date de 2020. Donc là, tu as répondu, donc c'est bon. Et donc, il faut faire toutes les couleurs pour gagner. Je m'appelle Coralie Augrandjean, je suis archéologue, plus précisément ce qu'on appelle un toïcographologue, donc spécialisée dans l'étude des peintures murales gallo-romaines. Ça consiste en fait à fouiller les restes d'enduits peints qui se sont effondrés au sol. Une fois qu'ils ont été récupérés durant les fouilles, ils vont être stockés jusqu'à ce qu'un spécialiste puisse venir intervenir pour les nettoyer. Et ensuite réaliser des pulses géants de morceaux de mur qui ressemblent à ça en fait. Donc on va réaliser des pulses, donc là c'est pour ça qu'on a mis en initiation des simples pulses pour les enfants. Et une fois que ces enduits peints seront tous réunis et on pourra avoir une idée globale de l'ensemble du mur, on va pouvoir avoir une idée du décor, des styles décoratifs. Et en fait, ça va pouvoir nous renseigner sur toutes les modes de l'époque antique en termes de décoration intérieure et extérieure. Moi, je suis affiliée au laboratoire qui s'appelle HERMA. C'est un laboratoire qui est plutôt tourné sur la période antique, hellénisation et romanisation des périodes antiques. Et donc, c'était aujourd'hui l'occasion de pouvoir, ce week-end, présenter ce qu'on fait au sein du laboratoire. C'est bien une infime partie de ce qu'on fait au sein du laboratoire, mais ça permet de sensibiliser un petit peu les enfants à ce domaine, même les adultes, à travers des pulses. Bien sûr, c'est simplifié, parce qu'ici, on présente des modèles. Mais effectivement, nous, sur le terrain, on n'a pas de modèle. Le pulse n'est pas toujours entier, quasiment tout le temps d'ailleurs. Et donc, c'est là la difficulté du travail d'archéologue, de pouvoir reconstituer un décor qui a été détruit et après pouvoir le renseigner avec tout un corpus qui a été réalisé au fil des années en archéologie sur la peinture murale gallo-romaine. Bonjour, je m'appelle Nicolas Venis, je suis responsable de l'équipe Interaction Homme, Environnement, Santé du laboratoire EBI, Écologie, Biologie des Interactions. Et donc dans notre équipe, nous travaillons sur l'exposome. Alors l'exposome, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des expositions auxquelles un individu est soumis de la naissance jusqu'à son âge adulte. Donc ces expositions, elles peuvent être de divers ordres, elles peuvent être notamment chimiques. C'est le côté qui m'intéresse moi particulièrement. Et je m'intéresse particulièrement aux perturbateurs endocriniens. Donc ces perturbateurs endocriniens, c'est des composés chimiques qu'on va retrouver dans l'environnement et auxquels on va être exposé. Donc on essaye de caractériser les quantités de perturbateurs endocriniens qui sont présentes dans l'organisme des individus et on essaye de faire des liens avec des issues de santé. Moi, je choisis le bisphénol A. Est-ce que dans ta source, c'est dans les végétaux? À toi. Est-ce que dans votre source, c'est l'eau? Oui. Je suis Marion Albouy, professeure de santé publique à l'Université de Poitiers. Je représente ici le laboratoire EBI, Écologie, Biologie des Interactions, et plus particulièrement l'équipe IES, Interaction Homme, Environnement, Santé, qui est une équipe qui travaille, comme son nom l'indique, les interactions entre l'homme et l'environnement, c'est-à-dire l'exposition à différents polluants. Vous avez ici les expositions à la pollution de l'air, le changement climatique, mais aussi des pollutions positives, alors qui ne sont pas donc des pollutions, mais l'urbanicité des villes, ou encore les relations interpersonnelles entre les personnes, que l'on appelle plutôt le psycho-exposome. Et nous travaillons également sur l'exposome externe spécifique qui en gros correspond à nos comportements de santé, ce que nous faisons en termes de consommation de tabac, en termes d'activité physique, en termes d'exposition aux fruits et légumes qui contiennent parfois des polluants chimiques comme les pesticides ou à nos contenants alimentaires qui contiennent d'autres polluants chimiques comme le bisphénol A. Et nous travaillons tout cela en lien avec l'exposome interne, c'est-à-dire les mécanismes internes de notre corps qui régulent ces expositions, que ce soit les mécanismes épigénétiques, les mécanismes de notre microbiote ou les mécanismes plus métaboliques. Et donc nous sommes aujourd'hui réunis tous avec l'équipe du laboratoire EBI, une équipe qui travaille plutôt sur les écosystèmes environnementaux, les plantes, une équipe qui travaille plutôt sur les insectes et une équipe
qui travaille plutôt sur les modèles des bactéries, des levures. Et donc nous sommes un laboratoire One Health, une seule santé, qui rassemble santé de l'homme, santé de l'animal et santé de l'environnement.